Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 11 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Et comme chaque dimanche, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC. Avec notre invité du jour, on va brosser un peu la situation politique avec l'installation des nouvelles autorités de la 7e République, acte 3. Mais avant, nous avons sollicité la direction des campagnes du président du PNDS Tareya pour notamment s'exprimer sur le sujet à la reprise la semaine dernière et cette semaine, mais notre sollicitation est restée sans réponse, sans solution. Donc le temps de revenir avec notre invité sur ce plateau, nous irons à l'école primaire Yantala Ba qui a abrité ce matin un grand prêche initié par les femmes de 2 écoles coraniques du quartier. Ce prêche 6e du genre animé par d'éminents oulémas a porté sur des thèmes dont le jeûne du mois de Ramadan. Résumé avec Adam Ousmana et Halidou Bourema. Ce grand rassemblement religieux des écoles coraniques pour femmes du quartier Yantala se veut annonciateur du mois béni de Ramadan. Un prêche qui a porté sur des thématiques les unes plus importantes que les autres. Nous avons visé 4 thématiques. Donc la première, c'est sur le sutura. Comment s'habiller en islam? Parce que c'est un de nos défauts. On s'habille sans pour autant être habillé. Donc le premier thème qui a été débattu par nos oustas, c'est l'habillement en islam. Et puis le deuxième, c'est sur l'éducation des enfants. Quand on dit éducation des enfants, le plus souvent, les gens ne visent que ou ne voient que quand on a l'enfant, comment l'éduquer. Alors que l'éducation de l'enfant débute dès le choix des conjoints. C'est surtout cette notion qu'on voulait que nos prêcheurs nous édifient quant au choix des parents. Parce que c'est une des conséquences en fait dans l'éducation de l'enfant. Et le troisième thème, c'est sur les liens de parenté, la rupture. Aujourd'hui surtout, si tu es un peu aisé de la famille, tu as du mal à aller rendre visite pour des gens qui sont démunis. Ou quand tu es aisé de la famille, quand quelqu'un de démuni vient te rendre visite, le plus souvent on ne voit qu'il n'est que là pour avoir quelque chose. Donc c'est pour vraiment se rappeler que c'est un fondement en islam, le fait de se rendre visite. Et au finish, c'est sur le ramadan. Comment se préparer, comment formuler une bonne intention pour pouvoir profiter pleinement des bénédictions du mois de ramadan. Ainsi, ce rendez-vous religieux des femmes vise des objectifs et attentes nobles. Comme on a coutume de le dire, le rappel profite aux croyants. Donc un des objectifs phares de ce prêche, c'est vraiment de se rappeler pour qu'ensemble on puisse formuler de bonnes intentions à l'approche du ramadan. Parce qu'en islam, les actes ne veulent qu'à travers leurs intentions. La première attente, c'est qu'il y ait une cohésion entre les gens du quartier de Yantalaba. Une cohésion, quand je dis cohésion, c'est que quand je croise quelqu'un du quartier, que je puisse lui adresser mon salam. Deuxièmement, c'est que les gens, qu'on puisse vivre en parfaite harmonie dans la société, particulièrement dans le quartier Yantalaba. Et troisièmement, comme j'ai eu à le dire, je le répète encore, c'est vraiment pour formuler une bonne intention au sortir de ces prêches. Une initiative louable des femmes du quartier Yantalaba qui doit faire école pour le rayonnement de l'islam au Niger. La communauté musulmane du monde entier et celle du Niger en particulier s'apprête à entamer le jeûne du mois béni de Ramadan dans quelques jours ou dans quelques heures même. D'ores et déjà sur les différents marchés, les prix de plusieurs produits ont grimpé à la grande déception des consommateurs. Constat dans ce reportage signé Balkissa Tahirou et Nasser Seydou. Produit de première nécessité et très prisé par la population nigérienne, le gingembre a connu une hausse du prix sur le marché de la capitale Niamey depuis plus d'une semaine. Une hausse du prix dont les clients ignorent les raisons. On a acheté 200 maintenant, là c'est petit comme ça. Il y a plus de 200 mais c'est petit. On a acheté 100, on achète 100 francs.
c'était beaucoup, mais maintenant, là, 100 francs même, il n'y a pas. On a dit maintenant, il n'y a pas. Ces 2 jours même, on n'amène pas. Même explication du côté des revendeurs qui disent se procurer ce produit du Nigeria. Le gingembre n'est plus disponible sur le marché. Nous ne savons pas ce qui explique cette cherté. On dit que c'est cher dès sa provenance, le Nigeria. Nous vendons à partir de 200 francs ou plus. Le plus souvent accompagné du citron, le gingembre présente des vertus thérapeutiques. C'était là donc un reportage sur le gingembre, un produit sollicité par les consommateurs pendant les mois bénis de Ramadan, un produit dont le prix a connu déjà une hausse dans les marchés, comme vous avez vu dans ce reportage signé Nafisa Yahaya et Abakar Souley. Je le disais, dans les différents marchés de la capitale, les prix de produits de première nécessité ont aussi connu des hausses condamnées par les consommateurs. Reportage Balkissa Tahirou et Nasser Seydou. Disponibles sur les marchés, les produits de première nécessité commencent à devenir chers. Et cela à moins de quelques jours du mois du Ramadan. Cette hausse des prix s'explique pour diverses raisons. Il y a de cela 5 jours que les légumes coûtent cher. Et les femmes ne viennent pas les acheter régulièrement puisqu'elles croient que les prix restent les mêmes. Les prix de ces produits deviennent de plus en plus chers. Ces femmes qui sont venues faire leur ravitaillement avant le mois béni de Ramadan lancent par ailleurs un appel à l'endroit des commerçants. Oui, vraiment, je me dis que le mois béni de Ramadan, c'est un mois où on cherche à avoir beaucoup de bénédictions et tout. Donc, je me dis que ce n'est pas un mois pour augmenter le prix des marchandises. Il faut vraiment alléger les tâches à tout un chacun pour que chaque musulman puisse faire son Ramadan, mener son Ramadan bien, quoi. Les produits coûtent cher au Niger quand le mois de Ramadan s'annonce. Nous souhaitons que les commerçants revoient les prix des produits pour que chacun puisse s'en procurer. Les produits de première nécessité doivent être revus à la baisse afin de permettre à la population nigérienne de bien débiter le mois béni de Ramadan. Une maladie très fréquente au Niger et particulièrement pendant le mois béni de Ramadan, c'est l'ulcère gastrique ou estomac, une maladie qui donc requiert un certain nombre de respects, notamment le comportement alimentaire. C'est un reportage signé Ibrahim Boubacar et Halidou Bourema. Communément appelée estomac ou ulcère, la lésion qui se développe sur les parois de l'œsophage, l'intestin grêle de l'estomac, est une maladie qui a généralement été considérée comme une maladie chronique. Ces ulcères sont causées par un déséquilibre de la concentration en acide de l'estomac, le duodénum et la prise excessive des anti-inflammatoires. L'ulcère gastro-duodénal, la première cause de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une bactérie. Et cette bactérie-là, on appelle ça l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qu'on contracte très souvent pendant l'enfance et qui peut évoluer plusieurs années avant de se manifester. Il y a aussi d'autres causes, telles que les causes médicamenteuses, genre une prise excessive des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien des patients qui prennent quotidiennement des corticoïdes. Il y a certains chercheurs aussi qui ont incriminé le facteur du stress. Aussi appelée ulcère gastrique, cette maladie se caractérise par des brûlures d'estomac et une forte douleur dans le ventre qui peut irradier vers le côté dorsal. Le principal symptôme de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une douleur abdominale. Et cette douleur abdominale-là se situe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. C'est une douleur qui peut souvent irradier vers le dos. Et c'est une douleur à type souvent de crampes ou bien de brûlures ou bien des aigreurs. Cette douleur a la particularité souvent d'être accompagnée par soit des vomissements, des nausées ou bien une émission d'une quantité
anormalement importante de gaz. Le traitement comprend généralement la prise de médicaments pour réduire la production d'acide gastrique à partir d'une certaine combinaison thérapeutique. Pour traiter l'ulcère gastro-duodénal, il faut d'abord trouver l'étiologie de la cause. Si la cause est, comme j'ai à le dire, dans la plupart du cas, c'est l'Helicobacter pylori qui cause l'ulcère, donc là, il va falloir mettre en place un traitement d'éradication de cette bactérie. C'est une combinaison thérapeutique à base d'inhibiteurs de pompe à proton et des antibiotiques. Il y a un protocole standard pour éradiquer cette bactérie-là, et c'est un protocole selon les écoles qui est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, si la cause de l'ulcère-là est d'origine médicamenteuse, genre un patient qui a pris excessivement d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc il faut arrêter tout apport d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et en plus mettre un facteur, un agent protecteur pour protéger la muqueuse gastrique contre l'agression de ces médicaments. Selon toujours le docteur Ibrahim Seni, une dizaine de cas sont enregistrés au niveau de leur clinique chaque mois. Il serait alors préférable comme manifestation des premiers symptômes que les concernés se rendent dans les centres de santé pour y recevoir des soins et limiter les conséquences. Autre aspect de cette édition, les nouvelles autorités nigériennes sont en train d'être installées depuis quelques jours et les différentes couches de la société expriment leurs attentes. C'est l'exemple de l'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, UNUNA, qui rappelle à ces nouvelles autorités les différents problèmes des étudiants des universités publiques nigériennes en général et ceux de l'Université Abdou Moumouni de Niamey en particulier. Plus de précisions avec Hassan Souley Kadri, il est le secrétaire chargé à la presse de l'UNUN. Nous attendons à ce que les infrastructures soient effectivement multipliées. Lorsque vous prenez par exemple du côté effectivement des dortoirs, nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que les camarades sont encore qu'ici, il y a une grande majorité qui se trouve obligée d'aller en ville, mais malgré tout ici, les gens continuent encore à dormir dans des mosquées, les gens continuent encore à transformer les salles de cours en dortoir d'une certaine manière parce qu'on sera obligé de faire semblant effectivement d'une carrière qui nous permettra peut-être de passer la nuit, ce qui est du tout inconcevable. Il y a lieu également de préciser que l'enseignement supérieur de façon globale et au niveau de notre université, ce qui est très dangereux, c'est que les enseignants mathématiquement avec le nombre d'étudiants que l'on accueille par an, n'est pas du tout, il n'y a pas une adéquation effectivement entre les deux réalités. Rien qu'à la faculté de lettres et sciences humaines, cette année on a reçu près de 6000 étudiants. Vous conviendrez donc avec moi que même s'il faut prendre par exemple le nombre d'enseignants qui existent dans l'université de façon générale et le nombre d'étudiants qu'on reçoit par an, 1000 étudiants avec un enseignant, sinon 2000 étudiants avec un enseignant, ce qui n'est pas du tout concevable. Alors, nos attentes sont vraiment énormes. On a toujours une plateforme revendicative qui a été déposée l'année passée, qui est en cours. Jusque-là, il y a beaucoup de points de cette plateforme revendicative qui n'ont pas encore été traités. Et encore, nous-mêmes, nous sommes fraîchement élus, on aura encore à redresser une autre plateforme revendicative avec effectivement un contenu très clair. Nous allons effectivement suivre ces choses-là pas à pas. Et je profite peut-être avec votre micro pour dire que trop c'est trop. Nous avons été effectivement des diplomates. Nous avons joué à tout ce qu'il fallait démocratiquement. Nous avons suivi l'ensemble des démarches possibles pour pouvoir effectivement faire résonner le politique. Mais on a compris, toujours ce sont les mêmes mots avec les mêmes problèmes qui continuent. Rien n'a encore changé depuis la création de l'université. Le nombre d'étudiants augmente d'année en année, mais on constate que du point de vue conditions créées, on constate vraiment que les deux réalités ne marchent pas ensemble. Alors, il est temps de comprendre que lorsque l'être humain pense qu'il a tout perdu, il reste une chose qu'il n'a pas encore perdue, à savoir sa vie. Et il sera prêt souvent à la perdre. Nous demandons aux autorités de créer toutes les conditions possibles, dans un délai d'art record, dans un bref délai, de créer les conditions pour mettre les universités d'art de façon générale dans les conditions possibles pour que nous n'arrivions pas effectivement à ce point. C'était là donc le secrétaire chargé à la presse de l'Union des étudiants nigériens de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, UNUN, Hassan Souley Kadri, qui exprimait donc les attentes des étudiants, donc des nouvelles autorités, en les rappelant les différents problèmes des étudiants nigériens en général.
Et pour ce qui nous amène sur ce plateau avec notre invité du jour, Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC. Mousselmi Malam Sita, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Hassan. Et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour revenir sur l'installation des nouvelles autorités en cours au Niger. Et avant, vous avez suivi le président élu, le nouveau président de la République, Mohamed Bazoum, dans son discours d'investiture. Il a abordé plusieurs sujets de la vie de la nation. Comment vous avez vu son discours? Comment vous appréciez pour débuter? Merci Hassan pour cette opportunité que vous nous donnez une fois de plus au nom de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, pour rectifier, c'est non pas la croissance et le civisme, mais c'est le civisme et la croissance, parce que notre vision est que le développement est d'abord mental. Il faut véritablement un esprit civique fort et responsable pour prétendre à un développement d'une nation. Et c'est pour ça que dans la dynamique de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous avons estimé que dans le cadre de la gouvernance globale du pays, l'exemple doit toujours être donné par, en tout cas, le politique, c'est-à-dire les responsables, les gouvernants eux-mêmes, à commencer par le président de la République, les ministres, même les députés et tous les autres responsables pour pouvoir, en tout cas, amener les citoyens et les populations à adhérer véritablement à l'action de la politique publique pour le bien-être commun. Et c'est pour ça que vous avez vu, nous avons depuis 2011 la création de ANDC, essayé de développer pas mal d'initiatives dans le sens de créer les conditions d'une véritable sensibilisation, un renforcement de l'esprit civique et surtout amener quand même tous les responsables à comprendre la nécessité que pour qu'une nation aille vers la prospérité et le progrès, il faut véritablement un changement profond des mentalités et des comportements dans toutes les sphères du secteur socio-économique de notre pays. Pour revenir maintenant à la question des nouvelles autorités, nous avons la prétention d'être une structure qui observe d'abord ce que les autres font, parce que la vocation d'une structure de la société civile d'abord, c'est une vocation d'observation. Parce que lorsque vous êtes un acteur externe de la gestion, certainement vous pouvez mieux voir, vous pouvez mieux percevoir certaines limites, certaines insuffisances, certaines faiblesses de ce que l'acteur principal de la gestion pense être des forces, et vous les relevez de la manière la plus respectueuse et conformément aux dispositions réglementaires, et maintenant vous portez à son égard ses insuffisances et ses limites. Et c'est à ce niveau que nous pouvons apprécier le degré de hauteur des responsables, parce que lorsque tout simplement on est un responsable, ça veut dire qu'on est d'abord un homme qui est à l'écoute de tous ses concitoyens, de tous les autres, par rapport à tout ce qu'on est appelé à faire, parce que tout ce qu'on est censé faire, c'est au nom et pour le compte des populations. Et les populations étant organisées dans diverses structures, ça veut dire que chaque fois qu'une décision concerne les intérêts d'une corporation ou d'un corps constitué ou d'une structure donnée, les acteurs de premier plan de cette structure sont obligés de donner leur point de vue pour simplement interpeller qui de droit à ce qu'il y ait rectification au moment où c'est nécessaire. Maintenant, s'il y a des aspects sur lesquels les gens doivent applaudir, estiment que, en tout cas, c'est dans le sens des intérêts du plus grand nombre par rapport à ces structures-là, à ce niveau-là, effectivement aussi, les gens applaudissent. Oui. Voilà un peu d'abord la philosophie que nous avons du rôle de la société civile. Maintenant, pour revenir, moi je pense que par rapport au discours de l'investiture, tout simplement, nous au niveau de ANDC, nous restons dans la logique
de la prudence, de la retenue et de la réserve, parce que lorsque un discours vient d'un homme politique, il faut se donner du temps pour mieux l'apprécier dans les faits, dans les actes et non dans la théorie. C'est pour ça que nous pensons que ce serait très tôt de juger sur la base de ce discours un peu, en tout cas, ce qui pourrait être le comportement en termes en tout cas d'attente par rapport aux populations. Nous attendons, nous donnons le temps au temps, comme on dit, pour voir comment effectivement il pourrait y avoir une cohérence entre ce qui a été dit hier et ce qui va se dérouler au fur et à mesure. Oui, seulement les engagements donc annoncés, ou les décisions annoncées par le président Bazoum, il y a la bonne gouvernance, il va promouvoir la compétence, le secteur éducatif. Est-ce que c'est déjà, on peut parler, c'est un bon signe, c'est un bon départ? C'est pour ça que je dis, Hassan, pour rester logique avec nous-mêmes, nous pensons qu'un discours reste un discours. Pour mieux juger un homme, c'est sur les actes et les faits. Donc on a vu déjà la composition et la nomination d'abord du Premier ministre. Et quelle réaction cela vous cite? Un monsieur connu déjà dans le gouvernement précédent. Voilà, donc vous voyez déjà, à partir de la nomination du Premier ministre, si nous devons faire une appréciation sur les faits à ce niveau-là, nous pensons que déjà il y a eu un déphasage entre le discours et ce premier acte qui en réalité contredit ou qui prend le contre-pied déjà d'une partie de ce discours-là. Et pourquoi donc ce déphasage? Parce que si vous voulez, les engagements dont vous parlez, entre autres, comme étant la bonne gouvernance et tous les autres aspects, nous pensons quand même que pour le cas du poste de Premier ministre, l'attente du plus grand nombre et des citoyens serait que ce soit un homme nouveau pour mieux essayer de donner aussi, comme on dit, une vie nouvelle dans le cadre de la gestion et du management de l'action gouvernementale. Je comprends très bien. Donc c'est juste pour dire, si nous devons faire un jugement, une appréciation sur les faits. C'est pour ça que nous disons encore, pour rester logique avec nous-mêmes, pour nous, il serait très tôt de faire une appréciation, un jugement global, mais nous attendons, nous donnons le temps au temps de voir et de découvrir les hommes sur les faits et les actes. Donc, avec la nomination du nouveau Premier ministre, c'est déjà quelqu'un, on a vu, il était dans le gouvernement précédent et son nom a été cité à un certain moment dans des affaires. C'est qu'il a valu donc qu'il a été remplacé par le président sortant Mamadou. Mais Hassan, dans la logique, ce ne serait pas une surprise parce que le slogan principal, c'est la continuité, on est dans la continuité. Et à partir de cet instant, je ne vois pas l'acte qui serait surprenant pour un analyste averti dans ce qui serait posé par, en tout cas, ces nouvelles autorités. Mais la surprise serait plutôt ce que nous pouvons appeler la rupture dans la continuité. C'est à ce niveau que beaucoup de citoyens, un jour, se leveront très surpris de voir que ces nouvelles autorités sont en train de donner ou d'apposer leur propre signature. Parce que c'est vrai, on parle de continuité. Mais la réalité et la vision des hommes, même si vous appartenez à un même groupe, peuvent faire en sorte que vous n'avez pas la même compréhension des choses. Vous êtes dans le groupe, vous restez solidaire dans le groupe, mais chacun a une approche, une méthodologie, une stratégie qui serait différente. Et voilà l'essence de la démocratie. En réalité, ce qu'on recherche ou qu'on recherchait dans l'alternance démocratique de manière générale à travers tous les pays du monde, c'est parce qu'on estime que dans la conduite d'une nation, nul n'est indispensable. Chaque homme
est porteur de valeurs intrinsèques en lui et que la chance qui lui serait donnée d'être devant les hommes lui permettrait d'affirmer sa personnalité. Et c'est ça qui permet aux autres de juger entre hier et aujourd'hui. On se comprend très bien. Et je vous donne l'exemple. J'avais eu le privilège d'être président de l'amicale des anciens du lycée technique de Maradi. Et j'ai piloté cette amicale pendant au moins 6 ans. J'ai passé le témoin en 2013. Lorsqu'il s'était agi de partir, c'est de manière volontaire. Mais c'est vrai, certains dans l'entourage pensaient que, à travers les actes et les initiatives qu'on est en train de prendre, si nous quittons, c'est comme si on met fin à l'organisation. Et la vision qu'on avait, nous avons dit non. Nul n'est indispensable. Ce qui compte, il faut des nouveaux hommes pour conduire la destinée de l'amicale. À travers leurs initiatives, leurs compétences, leurs actions qu'ils développeront, certains maintenant pourraient apprécier avec les anciens bureaux pour savoir quel est le bureau le plus performant. Donc c'est pour ça, pour dire que, je dis encore une fois, la surprise pour les populations nigériennes de façon générale serait lorsque un matin, tout le monde se lèvera et sur les faits comprendrait qu'il y ait une rupture dans la continuité. Et pour ça, je pense que tu as parlé de la question de la composition de la taille gouvernementale. Ça, c'est un fait. Et je pense que tout le monde a apprécié. Tout le monde a apprécié, tout le monde a salué. Et tout le monde espère que, à travers ce acte, les choses pourraient aller dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, il ne faut pas le méconnaître. Le Niger a tellement de défis à relever sur divers secteurs et qu'effectivement, la réalité, la vérité, le Niger a en grande partie souffert de beaucoup d'errements dans le cadre des 10 ans passés. Et je pense aussi que si vous regardez la profondeur du discours, comme vous voulez le dire, c'est comme si ce discours est venu dire à la face du monde tout ce que les autres disaient. En réalité, nous-mêmes, on est d'accord avec vous, mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix. On est condamné à rester solidaire parce que c'est notre groupe qui gouverne. Et la vérité, par solidarité à notre groupe, le moment ne s'y est pas en ce temps de dire oui. Vous dites que ici ça ne va pas, nous aussi on va vous accompagner et accepter que ça ne va pas. On se comprend bien. Donc c'est pour dire que le discours est venu donner la preuve que toutes les structures de la société civile qui ont œuvré et qui ont travaillé pour l'amélioration du bien-être collectif avaient raison de leur lutte et avaient raison de croire en leurs convictions. Et que le discours permet certainement à beaucoup de ces acteurs de rester dans l'espoir que un jour leur en tout cas observation, leur lutte serait bien entendu par des hommes cette fois-ci qui sont à l'écoute de la population pour que chaque fois quand on vient leur dire dans tel quartier, dans tel composant de la société, telle chose ne va pas, ils sont prêts à réagir pour améliorer dans la limite de leurs possibilités, de leurs moyens. Oui, monsieur, donc la réduction de la taille du gouvernement, donc des nouvelles têtes dans le gouvernement et des anciens cadres du PNDS-Taraya écartés du gouvernement, est-ce que ça rassure un peu? Vous savez, nous on n'apprécie pas sur les hommes. J'ai dit on apprécie sur les faits de façon générale. J'ai dit tout à l'heure la taille du gouvernement est quelque chose qui est à saluer dans un pays où longtemps
la majorité a décrié un gouvernement pléthorique. C'est un fait. Et on ne discute pas les faits. Nous avons dit par rapport à la question de la nomination du Premier ministre. C'était un point d'interrogation parce que nous avons estimé que ce n'est pas une surprise dès lors qu'on est dans la continuité et que la surprise serait si c'était autrement, la rupture dans la continuité. Nous avons dit aussi que ce qui compte, parce qu'on parle de nouvelles autorités, et dans le principe général, il y a ce qu'on appelle le délai de grâce, c'est-à-dire donner le temps aux hommes de mieux appréhender le niveau de responsabilité qui les attendent, les défis qui sont les leurs, et leur permettre à chacun d'abord d'avoir une vue globale sur ce qui paraît l'essentiel de sa responsabilité pour laquelle il a accepté de conduire la destinée. On se comprend. Donc à partir de là, lorsque le délai de grâce va passer, en ce temps-là, les gens auront de la matière pour mieux apprécier, juger. Et peut-être maintenant, comme disent les mathématiciens, peut-être extrapoler pour se dire dans tous les cas, il y aurait changement ou bien la conclusion serait que ça va être la même chose. Oui, donc là, je dis vraiment, il serait très tôt de faire un jugement sur ces aspects. Donc, donnons le temps, autant pour que des choses se concrétisent. Et déjà, la formation de ce nouveau gouvernement a suscité des réactions au niveau des structures des femmes qui estiment être lésées du fait du non-respect du quota. Et Hassan, vraiment, vous me posez une question que certainement beaucoup de sœurs et surtout, je vous me rappelais une maman avec qui on a eu la chance de participer dans un atelier. Et je lui disais, vous savez, maman, moi, je suis un anti-JAR. Je suis contre le JAR, je suis contre le quota. Parce que pour moi, c'est une discrimination, c'est une injustice. Hassan, je ne pense pas qu'aux États-Unis, qu'en France, que dans beaucoup de pays, une femme est nommée juste parce qu'elle est une femme. Je ne connais pas personnellement. Et c'est pour ça que je suis toujours gêné sur cette question de quota, sur cette question de JAR. Parce que la vérité, nous l'avons une fois dit, à l'école, dans beaucoup de cas, des femmes sortent majeures de leur promotion. On se comprend très bien. Et si on doit apprécier certainement sur la compétence technique des femmes, on serait peut-être même à un gouvernement de 80% de femmes contre 20% de femmes. C'est pour ça que la question de quota et du JAR ne doit pas être, à mon humble avis, une préoccupation pour un gouvernement responsable. Regardez la question des députés. On sait que l'élection d'un député repose sur la représentativité auprès des populations de sa circonscription. Mais vous voyez très bien que au nom du quota, des gens qui ont investi, qui sont aimés par les populations de leur circonscription, on dit, bon, vraiment, Alhaji, c'est qu'il y a encore. Excusez-moi, patientez, parce qu'on est obligé de mettre une femme. Entre nous, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est correct? Vraiment que les femmes me pardonnent, mais je dis les choses dans ma conception des choses. Parce que je l'ai encore relevé. Si c'est par rapport à la compétence technique, le Niger n'a pas ce problème. On a des femmes compétentes qui s'affirment dans les postes et qui s'affirment depuis l'école jusque dans les postes. Mais véritablement, est-ce que avec le système de quota, c'est ça qui est la finalité recherchée? Non. Et vous avez vu l'autre aspect. Il a fallu juste la question des nominations pour qu'on voit toutes ces structures féminines. Ça veut dire que la réalité, ce n'est pas pour le mieux-être et le bien-être même de leurs consoeurs, mais c'est pour leur propre privilège personnel, leur propre confort personnel, que cette lutte est en train d'être menée. Sinon, les défis pour les femmes
sont énormes. Et je le dis encore une fois, celui qui sait qu'aux États-Unis, ou je ne sais pas partout, il y a ça là, c'est vrai, c'est des conventions, on dit aujourd'hui, il faut tout ça là. Mais moi je dis encore une fois, si on veut construire une nation solidaire, une nation d'hommes compétents, capables de prendre en charge ses destinées, restons dans le cadre de la carrière, dans le cadre des compétences techniques. Et là, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, que la femme elle-même serait fière. Elle est nommée, elle est promise à ce poste, pas parce qu'elle est femme, mais c'est parce qu'elle est compétente. Donc, voilà ce que je veux dire. Donc, le temps est contre nous un peu. Et directement, aujourd'hui, si on vous demande de donner quel conseil au nouveau président pour réussir à son mandat, quel serait ce conseil en tant que citoyen, observateur de la scène politique? Là, je pense que c'est une très belle question. Si on me demande de donner, en tout cas, du conseil au président, je peux aller sur 3 aspects essentiels. Très rapidement, oui, à le temps. Le premier aspect, c'est la rupture dans la continuité. Et la rupture dans la continuité suppose un comportement nouveau, un homme d'abord qui sait qu'il est issu d'une société dont il est porteur de ses valeurs et que dans cette société, c'est pas parce qu'il est le président de la République qu'il peut manquer des hommes sages qui peuvent, à chaque fois que la situation recommande, se présenter à lui et lui demander que des services. Ça va être difficile, surtout que c'est le même parti qui continue. C'est pour ça que j'ai dit, si vous me demandez, vous m'avez demandé, et j'ai dit, ça c'est le premier aspect. J'ai dit la rupture dans la continuité. C'est-à-dire qu'il sache qu'il est un homme issu d'une société qui est, et dont il est porteur de ses valeurs. Et que dans ces valeurs, nous avons, qu'il sache qu'il peut y avoir des hommes comme les chefs traditionnels, comme les chefs religieux, comme d'autres hommes qui n'ont besoin ni de poste, ni d'argent. Mais c'est parce qu'ils aiment le Niger et c'est parce qu'ils aiment que lui, il réussisse. Ils sont capables, quand ça ne va pas, de lui dire, Monsieur le Président, changez, ici, là, écoutez, faites ceci. Et qu'ils ne se surestiment pas. Parce que ça, c'est dans son intérêt. C'est ça que nous avons comme valeur. Et le deuxième aspect, il y a le temps qui... Le deuxième aspect, ce que je veux dire, en tant que président de la République, qu'il aille dans une réforme globale des structures de la société civile, des syndicats, des partis politiques, pour que les gens comprennent pourquoi on vient en politique. On ne vient pas en politique parce qu'on veut être riche. Et parce qu'à partir de là, on devient un opportuniste et on devient tout simplement quelqu'un qui crée la zizanie et la mésentente entre les gens pour se faire une place au soleil. Et c'est valable pour la société civile. Parce que les structures de la société civile sont créées avec des statuts et des objectifs clairs et précis qui doivent se dérouler dans le cadre statutaire et réglementaire. C'est pas juste venir insulter le papa de quelqu'un pour montrer qu'on est le courageux et pour montrer qu'on aime l'autre. Il faut qu'il y ait une réforme pour démontrer que vous avez accepté de mettre en œuvre votre intelligence pour créer une structure, œuvrer dans le cadre de la structure. Au moment où l'État, parce que chaque structure est créée pour contribuer aux efforts de l'État, si l'État estime qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce que vous voulez faire, que l'État décide de vous accompagner, ça c'est un aspect. Mais ce qu'on a observé pendant les 10 dernières années, où les gens créent juste les structures parce que simplement ils veulent côtoyer d'autres pour faire la zizanie, insulter les pères des autres, les mères des autres, pour se faire une place au soleil. Je dis, il faut qu'il aille dans cette réforme globale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que, parce que certains pensent que leurs intérêts d'hier ne sont plus servis aujourd'hui,
et qu'ils vont se déguiser pour venir maintenant être les porte-flambeaux et les porte-paroles d'une zizanie ou d'une critique qui ne s'y est pas. Okay. Le troisième aspect que je souhaite, si je peux conseiller le président de la République de ne pas oublier que le Niger a eu le génie de créer le CNDP, le Conseil national de dialogue politique, qui permet de résoudre tout type de conflit politique et dont l'essence est de maintenir la stabilité, la paix et la sécurité de tous les acteurs. Parce que la vérité, derrière chaque homme politique, il y a des groupes d'hommes qui s'identifient et qui se reconnaissent. Et que blesser un seul homme politique, c'est comme si vous blessez tous ces hommes, toutes ces femmes qui s'identifient à cette personne. Et dans ce cas, que le Niger qui ait eu ce génie du CNDP accepte de consolider les acquis de ce CNDP. Pas dans l'esprit ancien où on pense que lorsqu'on a la majorité, on se permet tout. Parce que lorsqu'on parle de la vision d'une nation, chaque voix doit compter. Et donc c'est pour ça que le consensus doit être le leitmotiv des nouvelles autorités dans toutes les grandes décisions qui engageraient la vie de notre nation. Pour finir avec vous maintenant, quel est votre mot cette fois-ci à l'endroit de l'opposition politique? L'opposition politique, je pense que tout simplement, comme toutes les autres couches socio-professionnelles, nous allons souhaiter et prier Dieu, particulièrement en cette veille de Ramadan, à ce que cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le Niger soit une ère de prospérité. Que chacun de nous ait une satisfaction inattendue. Que l'opposition elle-même soit mise dans ses droits constitutionnels pour pouvoir maintenir la flamme de la démocratie. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, c'est forcément il y a une majorité qui gouverne et il y a une composante qui s'oppose pour mieux amener l'autre à revoir ses copies lorsque on estime qu'il y a des insuffisances et des limites à ce niveau-là. Et en même temps, nous allons prier Dieu le Tout-Puissant de prévenir notre pays de tout mal. La question de l'insécurité, que Dieu qui ait le pouvoir de régler ces problèmes nous donne ensemble la possibilité dans tous les recoins du Niger à ce que chaque famille dorme en paix au nom de ce mois béni de Ramadan. Et enfin, nous allons souhaiter que Dieu aide les nouvelles autorités à avoir une vision de grandeur pour transcender certaines querelles et que Dieu, dans son infinie bonté, nous montre un jour que certainement tous ceux qui ne les ont pas votés ont eu tort parce qu'ils les ont surpris autrement dans le sens positif. Merci Moussimi Madame Sita. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANADC. Merci avec vous notamment pour cette invitation. On a fait le tour de l'actualité politique avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que nous avons sollicité à 2 reprises les responsables de communication du nouveau président de la République. À 2 reprises, nos tentatives étaient restées vaines. Espérons que la prochaine, ça va être la bonne. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.